On passe à la présentation suivante, présentée par le professeur Chkirat de Rabat, qui va nous parler d'un thème intéressant qui concerne la pédiatrie générale. Donc, c'est les arthrites vers une conduite à tenir pratique. À vous la parole, professeur Chkirat. Merci, Monsieur le Président. Alors, ça marche. Ça ne passe pas. Alors, je tiens à remercier à mon tour l'Amicale des pédiatres de Fès pour l'invitation. Je tiens à les féliciter pour tous les efforts accomplis et pour le choix des thèmes variés et hyper intéressants. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le professeur Khida qui nous a fait venir de Rabat, ne serait-ce que pour bouger nos articulations éventuellement, et puis de revoir nos collègues et amis ici présents. Alors moi, je vais enchaîner toujours sur ces thématiques de pathologie inflammatoire pour vous parler d'un problème en fait très fréquent auquel tout pédiatre est confronté dans sa pratique quotidienne. Les arthralgies de l'enfant, donc c'est un problème qu'on retrouve fréquemment et dont les étiologies sont nombreuses et dont certaines sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Et seule une démarche diagnostique rigoureuse va nous permettre d'asseoir le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Cette démarche diagnostique ne peut que commencer par l'interrogatoire. Et comme disait mon ami Kenza, l'interrogatoire est une étape primordiale dans la démarche diagnostique. Entre guillemets, je dirais, il faut faire une enquête policière. C'est très important pour ne pas errer dans les différentes étiologies. Il doit s'enquérir de l'âge de l'enfant, préciser les antécédents. Est-ce qu'il y a une notion de virose, d'angine, traité négligé, une histoire de pathologie rhumatismale, inflammatoire chronique, d'entéroculopathie, et puis chercher les facteurs déclenchants. Donc on a parlé tout à l'heure de l'enfant qui a fait, donc à l'occasion d'une vaccination, donc sa maladie auto-inflammatoire, donc le froid, éventuellement une infection, une situation stressante. C'est très important, surtout dans le cadre de maladies auto-inflammatoires. Et puis, il est important, pour un bon raisonnement, de préciser la douleur en s'appuyant sur 3 questions. Depuis quand, où et comment. Depuis quand, ça va nous renseigner sur le mode de début, aigu ou chronique, où le siège et le nombre d'articulations atteintes. Et le comment, il faut toujours préciser les caractéristiques de cette atteinte articulaire. Est-ce qu'on est devant une atteinte articulaire inflammatoire avec réveil nocturne, des rouillages matinales qu'il faut préciser, ou alors plutôt c'est une atteinte mécanique. Préciser aussi le caractère fixe ou plutôt fugace mobile migrateur. C'est très important pour l'orientation du diagnostic étiologique. Et puis, bien sûr, chercher s'il y a des signes fonctionnels associés, notamment une fièvre. L'examen clinique doit être complet, méthodique, doit préciser d'abord l'état général, ce qu'il est conservé ou altéré, chiffrer la température et objectiver, et puis tracer la courbe de température pour voir le profil de la courbe. Est-ce qu'on est devant une fièvre aiguë, prolongée, récurrente, éventuellement, comme disait mon ami Kenza, fièvre récurrente, on sera rapidement orienté vers les maladies auto-inflammatoires plutôt que d'autres, ou alors une fièvre hectique. Donc c'est très important de voir le profil de la courbe de température. Vérifier aussi est-ce qu'il y a un retentissement sur la croissance, ce qui va nous renseigner sur la chronicité, sur la gravité de la pathologie causale. Voir l'enfant, est-ce qu'il peut marcher déjà ou est-ce qu'il a une impotence fonctionnelle? Quand il marche, est-ce qu'il y a une boiterie? Distinguer cette boiterie, est-ce qu'elle est d'esquive, est-ce que c'est une boiterie de Trendelenbourg? C'est très important pour orienter ce qu'on est devant, pathologie des membres inférieurs, pathologie de la hanche, une pathologie du rachis. Et puis l'examen ostéo-articulaire doit chercher est-ce qu'il y a un syndrome, des signes inflammatoires locaux ou alors c'est des simples arthralgies, voir s'il y a un épanchement, mesurer l'amplitude articulaire. Parfois, il est difficile de faire la part entre ce qui est articulaire et juxta-articulaire, donc il est important de palper les points douloureux épiphysaires et métaphysaires, c'est très important, surtout dans certaines urgences, notamment les hémopathies malignes. Et puis, bien sûr, l'examen doit être complet. Il faut chercher ce qu'il y a des signes systémiques. C'est des éléments sémiologiques qui paraissent simples, mais croyez-moi, c'est très important. Quand on a sur un dossier d'un patient, quand il n'est pas bien renseigné ou insuffisamment renseigné, eh bien, on va tomber dans l'errance du diagnostic étiologique, tellement les étiologies sont nombreuses.
Alors, et aussi, donc, après une bonne anamnèse et un bon examen clinique, on va orienter la demande de nos examens complémentaires et à éviter de demander des examens complémentaires sophistiqués, inutiles. Il faut toujours s'orienter. Donc, au début, c'est le bilan inflammatoire pour voir est-ce qu'il y a un syndrome inflammatoire biologique accompagnant l'inflammation clinique. Et puis les autres, on pourra être amené à les demander selon l'orientation donnée par l'anamnèse et par l'examen clinique. Comme j'ai dit, les étiologies sont nombreuses. Ça, c'est un schéma illustrant les différentes composantes anatomiques de l'articulation avec les différentes atteintes possibles. En cas d'atteinte inflammatoire ou infectieuse, on assistera à une hypertrophie de la synoviale qui va commencer à sécréter du liquide articulaire. Ce dernier peut être septique ou inflammatoire. Attention, dans les atteintes monoarticulaires fébriles, et ça, c'est la ponction articulaire qui va nous permettre de trancher. L'inflammation, quand elle est là, elle peut toucher les bourses, donnant une bursite, voire même une ténosynovite bien visible en échographie articulaire. Il y a les causes mécaniques, toute la pathologie osseuse, traumatique, l'atteinte du cartilage, des structures fibrocartilagineuses ou alors les insertions anormales du ligament patellaire au niveau de la tuberosité tibiale antérieure qu'on retrouve souvent dans la pathologie d'Osgood-Schlatter chez l'adolescent sportif. Et puis, l'os aussi peut être infiltré par des cellules tumorales. Attention, là, on sera devant des douleurs plutôt juxta-articulaires et on sera orienté par l'examen clinique, un contexte infectieux, une altération de l'état général. Donc, il va nous permettre de demander les examens radiologiques pour étayer ces différents diagnostics. Alors, je vais continuer ma présentation comme il m'a été demandé, sous forme de cas cliniques. Si vous permettez, on peut les faire ensemble, en interactif, comme ça, pour mettre en évidence le côté pratique de la thématique. Alors, il s'agit de l'enfant Youssef, âgé de 8 ans, habitant Salé. Chez Youssef, on trouve il y a un mois la notion de traumatisme à la forêt, et puis il a commencé à faire des arthralgies au genou gauche, avec notion de fièvre. Il a consulté et le médecin qui l'a vu a demandé un bilan, VS ASLO qui sont revenus positifs. Il a reçu un traitement par les AINS, corticoïdes, et puis un traitement prévu pour lui par l'extensiline, prévu pour 5 ans. L'évolution était marquée par la persistance des arthralgies avec notion de réveil nocturne. Alors, à l'examen clinique, on trouve un enfant subfébrile à 38,2, l'état général est conservé. Et à l'examen osteoarticulaire, on trouve une boiterie à la marche, c'est une boiterie d'esquive, la présence d'un choc rotulien et un fléchissement du genou chiffré à 25 degrés. Les autres articulations étaient libres, l'examen cardiaque était normal, la gorge était propre et le reste de l'examen était sans particularité. Alors, quelles sont vos hypothèses diagnostiques déjà à ce stade? Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer? Donc, monoarthrite avec fièvre. Il faut jamais retenir RA. Oui, c'est l'erreur qui était faite au départ. On pourrait évoquer le RA, mais avant, je pense... Oui, je dis de ne pas évoquer. Oui, d'accord. Oui. Oui, effectivement. Donc, l'arthrite septique en premier. RA, oui, c'est... Bon, il y a des RA atypiques quand même, oui. Il y a des RA atypiques. On en voit beaucoup au service avec M. Nzahila. Est-ce qu'on pourrait évoquer d'autres diagnostics, vu l'histoire? Effectivement, on pourrait évoquer une borréliose de Lyme. Donc voilà le genou gonflé de l'enfant Youssef, la borréliose de Lyme. Effectivement, alors ce sont les diagnostics. Au début, arthrite septique, RAA, pourquoi pas une forme d'arthrite juvénile débutante, et autres Lyme ou pathologie traumatique. Alors au bilan, on trouve un syndrome inflammatoire biologique avec des ASLO qui sont positifs. La radio de thorax était normale. À la radio de genou, tuméfaction des parties molles. Le bilan cardiaque est revenu normal, ECG, échocardiographie. Et à l'échographie articulaire, on trouve donc une hypertrophie synoviale avec un épicissement anéchogène qui s'efface à la pression. Donc il y a la présence du liquide articulaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres examens complémentaires qu'on pourrait demander? Effectivement, donc premier examen, la ponction articulaire, puisque l'échographie met en évidence du liquide, donc ponction, oui. Alors, on a fait la ponction articulaire, donc elle a montré un liquide jaune citrin avec 75% de polynucléaire non altéré. L'examen direct et la culture étaient négatifs. Donc, ce n'est pas une arthrite septique. Les sérologies virales, Lyme, sont revenues négatives, mais par contre, le bilan immunologique a montré des anticorps antinucléaires positifs à 320 avec une fluorescence mouchetée. Et à l'examen ophtalmo, qu'on demande généralement avec le bilan de première intention chaque fois qu'on évoque une pathologie rhumatismale, il a objectivé une uvéite antérieure de l'œil droit
avec des précipités rétrocornéens et la présence de Tyndall, des cellules protéines et des cellules inflammatoires qu'on trouve au niveau de l'humeur aqueuse et qui témoignent de l'inflammation oculaire importante. Donc, votre diagnostic. Arthrite juvénile dans sa forme oligo-articulaire. Très bien, donc c'est une AJE dans sa forme oligo-articulaire avec atteinte oculaire. Donc, Youssef a reçu de la corticothérapie locale et avec des INS. Et puis même, vu l'activité oculaire importante, on a donné des corticoïdes par voie générale et puis par la suite du méthotrexate. Et donc, voilà, et ce qui a permis de régler donc, son problème. Donc, juste un bref rappel des oligoarthrites. C'est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques. Il y a deux éléments importants qui le caractérisent. Un élément clinique majeur, c'est l'atteinte oculaire, qui est une atteinte oculaire latente, c'est des uvéites à œil blanc, d'accord, et qui peuvent donc survenir de façon insidieuse et évoluer vers des complications redoutables jusqu'à la cécité définitive. Et un élément biologique, c'est la positivité des anticorps antinucléaires qu'on retrouve dans 70% des cas. Alors, il y a des facteurs de risque et de sévérité de l'uvéite, c'est l'atteinte oligo-articulaire, le sexe masculin, quand l'atteinte oculaire précède ou accompagne l'atteinte articulaire, quand les anticorps antinucléaires sont positifs, et puis l'association à certains terrains génétiques. Chez notre patient, on retrouve les 4 premiers éléments-là qui sont présents. Alors, le traitement en première ligne, c'est les INS, les synoviorthèses, la corticothérapie donc locale. En deuxième ligne, le méthotrexate. Et en troisième ligne, dans les formes actives, donc la biothérapie, notamment les anti-TNF-alpha. Donc, les messages à retenir à travers ce cas, c'est que 1. Arthralgie avec ASLO positif, ce n'est pas toujours rare. Parce que ça, c'est une question à laquelle on est confronté régulièrement. Il faut bien chercher, donc il faut revenir à l'interrogatoire, à l'examen clinique et voir est-ce que les critères de Jones modifiés sont là pour, supposons que cet enfant-là est parti pour sa prophylaxie par l'extensine pour une durée de 5 ans, eh bien, croyez-moi, il va revenir au bout de quelques mois avec une cécité irréversible, définitive. On ne pourrait plus rien faire. Donc, monoarthrite fièvre, il faut toujours penser au début à une arthrite septique. Il faut s'acharner à éliminer l'arthrite septique avant de penser à tout autre diagnostic. Donc, l'oligoarthrite, le facteur de risque, c'est de cécité irréversible. Les corticoïdes sont donnés selon les indications. Et la notion de traumatisme, comme il a été retrouvé chez ce patient, on la retrouve fréquemment en rhumatopédiatrie, mais ça ne doit pas freiner l'enquête étiologique. Alors, le deuxième cas, c'est celui de Bilal, garçon âgé de 8 ans, venant de Tanger. On retrouve dans ses antécédents la notion de tuberculose pulmonaire traitée à l'âge de 3 ans et une notion de consanguinité premier degré. Depuis 2 mois, cet enfant fait des douleurs articulaires le réveillant le soir, avec un enraidissement matinal chiffré à 1 heure. Il y a notion de fièvre quotidienne et des lésions cutanées fugaces. Tout ceci dans un contexte d'altération de l'état général progressif. À l'examen clinique, on trouve un enfant en mauvais état général, fébrile à 39, conjonctive décolorée, des polyarthrites touchant les 2 poignets, de genoux, les métacarpophalangiens et même le rachis cervical. Il y a des légers raches cutanées au thorax avec un ictère modéré, une hépatomégalie et à l'examen cardiopulmonaire, on notait une tachycardie. Voici la courbe de température de l'enfant Bilal. On voit qu'il fait 1 ou 2 pics par jour. Alors donc, au total, Bilal, qui a 8 ans, antécédent de tuberculose, polyarthrite chronique, atteinte cutanée, viscéromégalie, ictère, fièvre et altération de l'état général. Style. Style, oui, effectivement, mais avant style. Avant le style, est-ce qu'on peut évoquer un autre diagnostic? Un SAM. Un SAM, oui, c'est possible. Un SAM sur style pour rester uniciste, effectivement. Mais oui, et puis là, pathologie maligne à éliminer. Effectivement, faut éliminer, une pathologie maligne qui doit être écartée en premier, je pense, vu l'altération de l'état général, le syndrome infectieux, la viscéromégalie. Donc, on doit toujours commencer par évoquer une pathologie maligne en premier. Alors, au bilan, on a un syndrome inflammatoire très important. La fonction rénale est normale, il y a une cytolyse modérée, une hyperféritinémie et la sérologie auto-immune est négative. Le bilan infectieux est revenu négatif. Comme il y a les antécédents de tuberculose chez lui, donc on a pensé aussi à un problème infectieux, et donc notamment tuberculose, ou vu l'ictère qu'il avait une hépatite, pourquoi pas. Donc on a fait un bilan infectieux qui est revenu négatif. Au bilan radiologique, on trouve sur la radiothorax une cardiomégalie avec un index A0,6, et à l'écho abdominal, juste l'hépatomégalie homogène. L'échocardiographie qui a objectivé une péricardite modérée.
Donc les échocardiographies sont réalisées par notre maître, monsieur le professeur Bentaïla, au service. Et au médulogramme, donc bien sûr, on a fait le médulogramme pour essayer d'éliminer une pathologie maligne. Il est revenu normal. Alors, votre diagnostic, la maladie de Lyme. Pourquoi la maladie de Lyme? Il y a une atteinte cardiaque, il y a la fièvre, il y a les polyarthrites, il y a la courbe de température, rappelez-vous. L'atteinte cutanée fugace. L'atteinte cutanée fugace avec la fièvre. C'est l'arthrite juvénile dans sa forme systémique. Il y a les critères d'une arthrite juvénile dans sa forme systémique, ce qu'on appelle aussi la maladie de Still. Donc effectivement, c'est une maladie de Still selon les critères de Lillard, et le patient a reçu des bolus de méthylprednisolone qui ont été relayés par la prednisone péros. Et à l'évolution, on a remarqué la disparition de la fièvre, la régression des arthrites et une amélioration de l'état général, ce qui nous a poussé à diminuer progressivement la corticothérapie. Après 6 mois, alors Bilal refait des arthralgies. Il a consulté à Tanger et donc il a reçu une association d'AINS fait de salicylate et diclofénac. 2 semaines après, altération de l'état général, polyarthralgie toujours là, fièvre importante, continue, épistaxis et pâleur. Donc on l'a réhospitalisé et on a objectivé. Donc la fièvre qui était à ce moment-là, fièvre continue, ce n'est plus une fièvre hectique, syndrome anémique, ictère, les arthrites étaient modérées et le reste de l'examen était sans particularité. Qu'en pensez-vous? Cette fois-ci, ça compliquant. Effectivement. Donc, oui. Tout à fait. C'est possible. Mais quand même, les globules blancs initialement étaient très élevés. Ça, c'est plus ou moins contre le sein parce qu'il n'y avait pas d'atteinte hématologique. Il y avait 32 000 la première fois. Exactement. On y a pensé. Oui. On s'est dit peut-être qu'au premier médulo, ils n'ont pas vu l'hémophagocytose, mais on est revenu, déjà l'hémogramme, on a un syndrome inflammatoire biologique très important qu'on ne retrouvait pas généralement dans le SAM. Et donc là, on s'est dit, effectivement, est-ce que c'est une complication de sa maladie, notamment un syndrome d'activation macrophagique? Est-ce qu'il fait une poussée de sa maladie, une poussée un peu atypique, ou est-ce que c'est une hémopathie maligne qui aurait échappé au premier médulogramme? Alors, donc, on a refait le bilan, et qu'est-ce qu'on a trouvé là? On s'attendait à trouver un syndrome inflammatoire biologique dans le cadre de sa poussée de sa maladie. Eh bien, on a trouvé une anémie, une leuconeutropénie, donc c'est une pancytopénie. Syndrome inflammatoire n'est pas très important au niveau de la VS et de la CRP. Cytolyse importante, cholestase, hypertriglycéridémie, hyperferritinémie. Donc tout le tableau d'un syndrome d'activation macrophagique, et puis les sérologies virales sont revenues négatives, à l'écho-cœur péricardite minime, et on a bien sûr refait un médulogramme et il a objectivé cette image-là, donc un macrophage phagocytant 4 érythrocytes, donc c'est l'image typique d'une hémophagocytose. Donc c'est un syndrome d'activation macrophagique compliquant une arthrite systémique. Donc il a reçu un traitement symptomatique associé à des bolus de méthylprednisolone et à la cyclosporine. Et on a obtenu donc la pyrexie au bout de 48 heures avec amélioration de l'état général, et après 2 semaines, disparition de l'hépatosplénomégalie et de l'ictère, et après 1 mois, on pouvait donc diminuer la corticothérapie progressivement. Et puis on a pu arrêter aussi la cyclosporine après 6 mois, une fois le bilan hépatique était normal. Mais il faut dire que cet enfant, il a continué par la suite à faire des poussées de sa maladie avec syndrome inflammatoire clinique et biologique, et donc maintenant il est sous biothérapie, il est sous anti-interleukine 6 avec une évolution favorable. Voilà, juste rapidement, l'arthrite systémique, ce n'est pas le plus fréquent des rhumatismes, mais c'est le plus méchant, vu les complications qu'il peut donner, notamment le syndrome d'activation macrophagique, l'amylose rénale, qui peut menacer le pronostic vital. Le diagnostic est un diagnostic clinique, mais il faut le retenir après avoir éliminé tout ce qui est infectieux et tumoral. Ça, c'est un aspect important à connaître de cytokines pro-inflammatoires qui interviennent dans cette forme de rhumatisme et qui montrent donc une variation de la fièvre en blanc avec l'interleukine 6 en bleu et avec une donc régulation par l'interleukine 1-RA qui est une substance inhibitrice de l'interleukine 1. Donc ça nous montre le rôle clé de ces 2 cytokines dans la maladie de Still, donc l'interleukine 1 et l'interleukine 6, et nous donne un avant-goût pour ce qui est important pour le traitement de ces formes, dans les formes sévères.
Certains facteurs de mauvais pronostic ont été identifiés dans la littérature, notamment l'atteinte pluriarticulaire, l'atteinte de la hanche, l'intensité du syndrome inflammatoire, la thrombocytose et la corticodépendance. Alors, dans notre série, il y a une série qu'on a fait déjà en 2016 sur 197 cas d'AJI. On a essayé de dégager les facteurs pronostiques dans nos formes systémiques et on avait retrouvé une anémie persistante, une thrombocytose et l'atteinte osseuse avec une différence statistiquement significative. Alors, je vais passer rapidement donc au cas suivant. Alors, quand même, les messages à retenir à travers ce cas, c'est que 1. Polyarthrite et fièvre et altération de l'état général, pensez en premier à une hémopathie maligne ou un problème infectieux. L'arthrite systémique, ce n'est pas toujours simple. Il y a le risque vital, donc pronostic vital, qui est mis en jeu si le diagnostic est retardé. Et un troisième message important, devant des arthralgies, il faut éviter l'association d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Parce qu'en fait, ce qui a déclenché le syndrome d'activation macrophagique chez cet enfant bilingue, c'est cette association d'AINS qu'il a reçue quand il a donc récidivé ces arthralgies. Et puis, le traitement de fond doit être instauré sans retard dans les formes sévères quand on a des facteurs de mauvais pronostic. Troisième observation, celle de l'enfant Souleyman, âgé de 4 ans, qui consulte pour une fièvre prolongée avec des arthralgies. Dans ses antécédents personnels, on retrouve la notion d'aphthose buccale récidivante. Et dans les antécédents familiaux, une aphthose buccale chez la sœur et la notion de tuberculose pulmonaire chez l'oncle. Alors, l'enfant fait, depuis l'âge de 2 ans, en fait, un tableau fait de douleurs articulaires, douleurs abdominales, thoraciques, et une fièvre. En fait, quand on a refait l'interrogatoire c'est très important, ce n'est pas une fièvre prolongée comme il nous a été adressé, c'est une fièvre récurrente qui fait en fait tous les 5 à 10 jours et qui dure 6 à 24 heures, associée à des douleurs abdominales, à des douleurs thoraciques et à des douleurs articulaires. À l'examen clinique, en fait, pas grand-chose à part la fièvre qui est là et une sensibilité abdominale. Diagnostic, et là en revenant à la présentation de FMF, donc maladie auto-inflammatoire. Vous voyez déjà le tableau clinique est très orientateur, il faut juste y penser. Et donc au début, on a pensé à plus infection, arthrite systémique débutante, vascularite vu la notion d'aphthose buccale, déficit immunitaire vu les récidives de ces infections, et puis bien sûr une maladie auto-inflammatoire. Alors au bilan, au moment de l'accès, on a trouvé un syndrome inflammatoire biologique important, VS, RP, SAA, tout est élevé. Et le bilan infectieux, tout le bilan infectieux est négatif, bilan immunologique négatif, et le bilan rénal hépatique normal. Et au bilan radiologique, on note une radiothorax normale, mais à l'échographie abdominale, il y a un boudin d'invagination grélogrélique avec quelques adénopathies mésentériques. Ce boudin a disparu après 3 jours à l'échographie de contrôle, mais il y avait un discret épaississement qui nous a énormément gênés de la paroi intestinale, bien que d'allure inflammatoire, mais avec des adénopathies quand même qui sont toujours là. L'échocardiographie est normale, le scanner thoracique est normal. Donc, dans la crainte, ici, vu cet aspect radiologique d'une pathologie maligne, nous avons complété par une célioscopie avec biopsie et qui a montré la présence de quelques adénopathies abdominales sans granulation péritoniale et à l'anapathe, une adénite non spécifique sans signe de malignité. Donc, diagnostic final retenu, c'est une fièvre méditerranéenne familiale devant donc cet enfant qui fait une fièvre récurrente avec douleur abdominale articulaire. Vous voyez les critères diagnostiques de la FMF selon les critères pédiatriques de Yalcin-Kaya qui sont essentiellement des critères cliniques comme disait donc Kenza. Donc le diagnostic de FMF peut être retenu sur ces critères-là et donc il a été traité par des antalgiques antispasmodiques, la colchicine et puis on a complété par l'étude génétique qui a objectivé chez lui la mutation, donc M694V à l'état homozygote. Donc l'évolution chez cet enfant n'était pas comme les autres formes de FMF qu'on a, qui répondaient très bien à la colchicine. Cet enfant-là, il a continué à faire des douleurs, de la fièvre, des douleurs articulaires, abdominales. C'était des accès très très rapprochés, altérant la scolarité, altérant son sommeil. Il y avait un grand retentissement psychique et sur l'enfant et sur sa famille. Et donc ce qui nous a poussé à augmenter un peu la dose de la colchicine, au début 1,5 puis à 2 mg par jour.
mais il a commencé à faire des signes d'intolérance à la colchicine, notamment une diarrhée avec même des épisodes de déshydratation. Donc il n'a pas toléré l'augmentation de la colchicine et c'est par la suite donc on l'a mis sous biothérapie anti-interleukine 1 au début donc 50 mg par jour puis 75 mg par jour et on a constaté une évolution spectaculaire vraiment dès les premières injections. Il s'est transformé, plus de fièvre, plus de douleur, la famille va bien donc et maintenant on est à un recul à 7 ans, il est en rémission clinique et avec un bilan rénal, heureusement, qui est resté pour lui normal. Et là, je souligne l'intérêt de la colchicine, parce que même avec les accès douloureux qu'il faisait, et de façon rapprochée, il a gardé toujours un bilan rénal qui est normal, et ça prouve l'intérêt de la colchicine, ne serait-ce la diminution de la fréquence, de l'intensité des crises, mais aussi la prévention de l'amylose rénale. Donc, je ne vais pas rentrer, donc, Kenza a bien détaillé. Donc, juste les messages à retenir devant des arthralgies et fièvres récurrentes, il faut penser à une maladie auto-inflammatoire, commencer précocement le traitement par la colchicine et puis surveiller l'enfant pour dépister à temps les complications, notamment l'amylose. Est-ce que j'ai rapidement, très rapidement, donc, le dernier cas d'Adil, 14 ans et demi, hospitalisé en mars 2016. Depuis 3 mois, il fait des douleurs ostéo-articulaires des membres inférieurs. Du membre inférieur gauche avec fièvre à 38-39. Il a consulté à plusieurs reprises, il a reçu des anti-inflammatoires, des corticoïdes, il allait un peu mieux, puis il récidivait, et puis jusqu'à ce qu'il nous a été adressé, et à l'examen clinique, on notait une arthrite du genou gauche avec un choc rotulien, limitation de la mobilité de la cheville gauche, et avec à l'examen cutanéo-muqueux des pustules palmoplantaires. Il est venu avec ce bilan-là, montrant un syndrome inflammatoire biologique au niveau de la VSCRP et avec un bilan rhumatismal négatif. Est-ce que vous avez une idée sur les hypothèses diagnostiques qu'on pourrait évoquer chez cet enfant-là? Une arthrite sur staph? Une arthrite infectieuse, oui, c'est possible, c'est les premiers diagnostics qu'on a évoqués. Une infection aiguë ou chronique, vu que ça évolue depuis 3 mois, oui. On pourrait évoquer aussi un rhumatisme, vu que c'est un garçon, il a 14 ans et demi, une spondylarthropathie juvénile aussi, ou alors une pathologie maligne, vu le syndrome inflammatoire qui est important, une tumeur osseuse ou autre, donc infection, pathologie tumorale ou pathologie inflammatoire. Alors, la radio, rien de particulier. L'IRM, on trouvait une lésion métaphyso-épiphysaire tibiale antérieure. La scintigraphie, une hyperfixation importante, multifocale, et en particulier au genou et au niveau des métacarpiens ou du premier métatarsien. Et donc, dans la crainte d'une pathologie tumorale, en fait, vu cette hyperfixation à la scintigraphie, nous avons complété par une biopsie osseuse qui n'a pas objectivé de cellules tumorales, pas de granulome, pas de germe. Il y a juste un œdème interstitiel et un infiltrat inflammatoire fait de lymphocytes. Son bilan rhumatismal est négatif, HLA-B27 négatif, radio de bassin, pas de sacro-iléide. Diagnostic? La biopsie est normale. Il fait des épisodes d'acné, effectivement, et des pustules palmoplantaires. Oui, effectivement. Donc, c'est l'ostéite récurrente chronique multifocale qui fait partie du SAPHO, du SAPHO syndrome qui associe l'acné, les pustules. Donc, il a reçu les AINS, les biphosphonates, et après 2 mois, il allait bien. Reprise du poids, pas de douleur, et le bilan inflammatoire est normal après un recul actuel 6 ans, donc il va toujours bien. Donc, l'ostéite chronique récurrente multifocale, c'est un des éléments du SAPHO syndrome qui associe synovite, acné, pustulose, hyperostose et ostéite. Généralement, c'est l'apanage des filles à un âge 10-12 ans, mais là, notre patient, c'était un garçon. Les critères diagnostiques de cette entité-là, donc soit on doit avoir 2 critères majeurs, lésion osseuse multifocale, pustulose palmoplantaire ou parfois ou psoriasis, avec une biopsie osseuse stérile. Et il y a des critères donc mineurs, l'état général qui reste conservé, syndrome inflammatoire modéré, ou alors l'association à d'autres maladies donc auto-immunes. Le traitement fait appel aux AINS, sinon les biphosphonates, et dans les formes qui ne répondent pas, donc la biothérapie, notamment les anti-TNF-alpha.
Voilà, alors je conclus par dire en fait ce schéma récapitulatif. Comme les étiologies sont nombreuses, il nous a paru intéressant de distinguer selon deux éléments importants, le mode de début et la présence ou non de fièvre. Quand on est devant une arthrite aiguë avec fièvre, donc c'est l'arthrite septique, les autres arthrites infectieuses, le RA doit être toujours considéré vu sa fréquence et les complications cardiovasculaires inhérentes. Il faut revoir donc les critères diagnostiques. En l'absence de fièvre, les autres diagnostics, et en particulier la synovite aiguë transitoire, c'est très très fréquent en pédiatrie. Ça doit rester comme un diagnostic d'élimination. C'est l'apanage du nourrisson et du petit enfant, mais le bilan est généralement normal. Mais attention, dans ces synovites-là, ils évoluent favorablement au bout de 10 jours de traitement. Si l'atteinte articulaire persiste, il faut considérer le diagnostic d'ostéochondrite primitive de la hanche et demander une scintigraphie. Quand l'arthrite est subaiguë ou chronique, avec fièvre, bien sûr, toujours éliminer la pathologie tumorale infectieuse et puis les autres maladies systémiques connectivites. En l'absence de fièvre, les autres formes d'AJI en dehors de l'arthrite systémique ou les autres connectivites en dehors des périodes de poussée, sinon les causes mécaniques et les autres causes qui doivent rester des diagnostics d'élimination, notamment les douleurs de croissance et autres. Il faut toujours avoir en tête le risque de pathologie tumorale osseuse, surtout devant des douleurs ostéo-articulaires très importantes avec altération de l'état général. Et donc, n'hésitez pas à demander le bilan radiologique pour ne pas passer à côté de ce diagnostic. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame le professeur Chkeras, pour cet exposé brillant et didactique. On a bien suivi votre communication. Alors, la parole est à la salle pour des questions. J'ai juste un petit commentaire par rapport aux OCMR. Alors, nous, on a l'habitude, quand c'est une atteinte périphérique comme ton malade, de mettre immédiatement sous anti-TNF-alpha. Par contre, quand on a une atteinte vertébrale, c'est là qu'on met sous biphosphonate et ça marche très bien. Donc je suis très surprise que tu aies de super résultats sous biphosphonate. Exactement. Bon, vu que c'est un garçon, au début, on avait pensé, à vrai dire, à une spondylarthropathie juvénile. Donc il avait des douleurs ostéo-articulaires, le rachis était aussi atteint. Donc on s'est dit, il n'a pas répondu initialement aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'il a déjà pris auparavant par plusieurs médecins. Donc, on s'est dit, on essaie les biphosphonates, et comme ça a bien marché, on n'a pas eu à donner la biothérapie. Juste un commentaire pour l'âge de prédilection pour les deux premières observations. Oui. On a remarqué que la maladie de Steele touche plutôt le nourrisson, alors que votre cas, la particularité, c'est un grand enfant. Et le premier cas, les arthrites juvéniles dans un forme oligo-articulaire, l'âge de prédilection, c'est 3 ans. Donc, et l'autre, c'était un peu 8 ans. Oui. Donc, c'est un peu, ce qui est un peu typique. Oui. Parfois, il y a des... Merci.